Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le lundi 20 juin. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. On en vient tout d'abord à l'affaire du morne Torudu, ce conflit entre un promoteur immobilier et des riverains du quartier de Chauffour sur le territoire des Abîmes. 2 décisions viennent de tomber et de conforter le collectif qui s'est constitué pour dénoncer l'absence de consultation des riverains dans ce projet de construction d'un réseau d'assainissement des eaux usées destiné à un programme de quelques 90 logements dans le secteur, lequel réseau traverserait qui plus est un terrain privé. Les précisions de Johan Charpentier-Titi. Le collectif du morne Torudu croit plus que jamais au bien fondé de son action. Que ce soit devant le tribunal administratif de Basse-Terre ou le TGI de Pointe-à-Pitre, les riverains ont obtenu gain de cause. Donc la première décision de justice qu'on attendait, c'était celle du tribunal, le TGI de Pointe-à-Pitre, où la SCI Tibrin a été déboutée. Et la deuxième, c'est celle du tribunal administratif de Basse-Terre qui nous a donné raison face à l'arrêté du maire, pris par le maire. En ce qui concerne le TGI, il s'agissait d'une plainte portée par le promoteur, la SCI Tibrin, à l'encontre de 2 membres du collectif. Mais c'est surtout la décision du tribunal administratif concernant l'arrêté municipal pris par la ville des Abîmes qui revêt une importance majeure dans cette affaire. Le maire avait pris un arrêté pour que les tuyaux d'assainissement du lotissement passent sur notre propriété privée. Donc nous, on a été au tribunal et le tribunal administratif a dit que l'arrêté ne saurait s'appliquer sur une propriété privée. Le collectif entend maintenant être consulté par la mairie et le promoteur quant à la suite à donner à ces travaux. On ne s'oppose pas, mais par contre, il faut qu'il y ait effectivement une concertation pour savoir toutes les techniques qu'ils vont utiliser et ce qui va se passer dans 10 ans si les tuyaux viennent à se boucher. On veut tout savoir en fait. Sur les matériaux qu'ils utilisent, est-ce que c'est bien conforme par rapport aux 90 logements qui vont être remplis. Voilà. Pour l'heure, les discussions entre les différentes parties n'ont pas débuté. Et des précisions supplémentaires dans notre édition de 19h. Un incident peu banal survenu ce week-end à l'aéroport Paul Caraïbes. Un vol transatlantique de la compagnie Corsair à destination de Paris-Orly a dû être annulé. Les passagers, bien sûr, en ont été fort contrariés, mais surtout stupéfaits en apprenant la cause de cette annulation. Les réacteurs de l'appareil, un Boeing 707, avaient été tout simplement endommagés par des oiseaux. Les précisions d'Éric Pommier. Le vol SS 927 Pointe-à-Pitre Paris-Orly annulé et donc l'avion de la compagnie Corsair cloué au sol, voilà qui a créé la grogne des passagers hier. Selon un d'entre eux joint par téléphone, la raison de cette annulation serait due à des oiseaux dans les réacteurs de l'appareil. C'est l'unique information qui a été divulguée aux passagers. Quoi qu'il en soit, voilà l'occasion de pointer du doigt une problématique, le risque aviaire, autrement dit en aéronautique, le risque de collision entre les oiseaux et les aéronefs. Ce risque est principalement localisé à basse altitude, durant les phases de décollage ou d'atterrissage. Le point d'impact est généralement situé sur le nez de l'appareil, les bords d'attaque des ailes et les réacteurs. Les cas d'ingestion d'un volatile par un réacteur sont facilités en effet par l'aspiration présente à l'avant du réacteur et peuvent présenter des conséquences graves du fait de la vitesse élevée de rotation des ailettes du compresseur qui atteignent leur vitesse maximale pendant la phase de décollage. Et une perte de propulsion d'un ou plusieurs réacteurs dans ces phases critiques à faible altitude et faible vitesse laisse très peu de marge de manœuvre au pilote et peut entraîner un crash. L'International Bird Strike Committee rapporte que 75% des collisions entre un aéronef et un oiseau ont lieu à une altitude inférieure à 500 pieds. Les chiffres sont impressionnants. Tous les 5 ans, il y a 5 à 6 000 incidents avec des volatiles dans l'aviation civile, dont près de 800 en France. À peu près 15% d'entre eux sont jugés sérieux, explique-t-on à la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Alors, quelle solution ? La prévention de ce risque consiste à réduire la présence d'oiseaux dans les alentours des aéroports. Les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque sont les battues, la chasse réglementée ou les alarmes sonores. Un gros travail est également fait dans l'aménagement des aéroports. Pas de mares ni d'arbres propices à servir de perchoir aux volatiles. Pas de fleurs ou d'herbes hautes où ils pourraient être tentés de faire leur nid.
D'un autre côté, les constructeurs sont soumis à une réglementation de plus en plus sévère. Les réacteurs ou les pare-brises subissent des tests toujours plus stricts de tir de poulet. La structure des avions doit résister à des impacts d'oiseaux de 1,85 kg en vitesse de croisière. Les accidents sérieux se produisent lorsque l'oiseau percute le pare-brise ou est aspiré par les réacteurs. Ce type de collision avec des avions civils génère chaque année dans le monde des coûts estimés, en 2000 par exemple, à 1,2 milliard de dollars. Depuis ce matin se tient chez nous un rendez-vous particulièrement important pour la gestion des pêches et des ressources maritimes pour toute la zone Atlantique Centre-Ouest. En effet, ce matin s'est ouvert au Gosier la session plénière de la COPACO. Qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation mondiale regroupant une trentaine de pays, dont la France, les États-Unis, le Brésil, les principaux États de la Caraïbe, bien sûr, et même le Japon, pour la gestion et le développement des ressources maritimes dans toute la zone. Parmi ces ressources, le lambi ou encore la langouste, voilà qui nous intéresse au plus haut point. Muriel Barlagne nous en dit plus sur les objectifs de cette session plénière. Pour cette 16e session plénière de la COPACO, Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest, 35 États vont se rencontrer pendant une semaine dans un hôtel du Gosier. Cette commission qui se réunit tous les 2 ans attire chaque fois plus de monde. Son rôle, promouvoir la conservation, la gestion et le développement des ressources vivantes dans une zone allant du sud de la Guyane à la Californie du Nord. C'est Lionel Rénal, biologiste à Lyotte de l'Ifremer en Martinique, qui a été choisi pour présider cette session au programme chargé. Il va s'agir, je dirais, pour nous de travailler sur des sujets très importants en matière d'amélioration de la gestion de la ressource. Ça va être, je dirais d'abord, d'avoir une meilleure connaissance scientifique de notre ressource halieutique avec un accroissement des échanges de données, de partage des informations. C'est aussi, je dirais, de définir, il s'agira pour nous de définir des mesures pour lutter contre le développement des espèces invasives et je dirais pour lutter contre les effets des changements climatiques. Il s'agira aussi, je dirais, de travailler sur la gestion raisonnée de la pêche avec la définition des conditions d'implantation des dispositifs de concentration des poissons. Il s'agira de définir des règles pour lutter contre la pêche illégale. Jusqu'ici, ces sessions se sont limitées à des échanges d'idées et de données. Mais cela pourrait changer. L'un des projets examinés pour cette 16e session, c'est la création d'une organisation régionale de gestion des pêches, une ORGP. Cet organe opérationnel pourra prendre des décisions pour la gestion des ressources collectives. On va essayer d'évaluer la quantité de ressources disponibles et voir combien de pêcheurs peuvent y aller, avec quel type d'engin, de quelle façon ils peuvent les exploiter pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, soyons clairs, on travaille dans le cadre de la FAO, qui est une organisation des Nations Unies, pour lutter contre la faim dans le monde. Donc la préoccupation majeure, c'est celle des hommes. Comment faire en sorte qu'on ait une activité durable, c'est-à-dire qui exploite la ressource sans l'épuiser, au bénéfice de l'emploi, au bénéfice de revenus de pêcheurs, au bénéfice du bien-être des populations et pour permettre aux populations d'être mieux alimentées, de disposer des ressources naturelles. La mise en place de cette ORGP devrait coûter 12 millions de dollars sur 8 ans. Les bénéfices attendus sont par exemple une augmentation de la production de 100 000 tonnes de produits pêchés par an ou encore une diminution de la pêche illégale qui représente actuellement 30% de la pêche dans la Caraïbe. Social maintenant avec ce nouveau coup d'arrêt dans le conflit à la mairie de Capesterre-Belle-Eau et surtout un coup d'arrêt dans les négociations qui avaient pourtant repris il y a une semaine. Le maire Joël Beaugendre aurait de nouveau quitté la table vendredi et le médiateur Georges Calixte s'affaire aujourd'hui pour réunir de nouveau les deux parties d'ici demain. Devant la violence qui sévit en Guadeloupe, de plus en plus d'entre nous pensent aux techniques de self-défense pour se prémunir contre d'éventuelles agressions. Les pratiques diverses d'arts martiaux se sont répandues chez nous et ce week-end se tenait un stage destiné aux professionnels de la sécurité, certes, mais également à monsieur et madame tout le monde avec un expert en la matière venu de France. Le reportage d'Éric Pommier.
Robert Paturel est un ancien policier du RAID, 6 fois champion de France de boxe, puis champion d'Europe en 1984 et de passage en Guadeloupe pour enseigner un nouveau mode de self-défense, la boxe de rue qu'il crée en 2002. Une discipline issue de sa pratique de sport de combat et de son expérience sur le terrain. C'est un petit peu un amalgame de plusieurs disciplines, c'est-à-dire qu'on va retrouver un petit peu des extraits de toutes mes petites pérégrinations martiales. On voit des choses qui viennent de Chine, on voit des choses qui viennent du Penchak, d'un peu partout. Et un petit mélange de tout que j'ai adapté pour faire. Donc je n'ai pas inventé grand-chose, en fait. C'est simplement un mélange de plusieurs techniques. L'initiative de faire venir une telle pointure revient au Karukira Penchak Silat Club, association reconnue officiellement depuis 2 ans, affiliée à l'organisme FISFO, Federal International System Force de l'Ordre. Objectif, faire découvrir un autre moyen de self-défense, de surcroît, permettre sa pratique. Nous, par rapport au Penchak Silat qui développe des pratiques beaucoup avec des ramenés au sol, des descentes, des clés. Donc la boxe de rue permet simplement, et quel que soit l'âge du pratiquant, de se sortir d'une situation d'agression aisément et facilement. La boxe de rue permet aussi au personnel de sécurité totalement de se sortir aussi de situations et d'arriver à interpeller ou maîtriser un individu sans trop de casse. Audrey Etou est adhérente du club et pratiquant du Penchak Silat. C'est tout naturellement qu'elle s'est mise à pratiquer cette boxe de rue, consciente d'une discipline qui présente certes certains atouts, mais qui se veut avant tout complémentaire. C'est une autre approche, disons que comparé au Penchak, il y a beaucoup de similitudes, mais il nous a apporté pas mal de choses au niveau technique, c'est intéressant. C'est un bon complément en fait le Penchak, donc j'invite beaucoup de personnes à nous rejoindre. Le Penchak c'est un bon complément quand on vient des sports, que ce soit pied-point ou alors du sol, c'est un bon complément self-défense. Robert Paturel insiste sur la notion de gestion du stress, enseignée à travers cette discipline ouverte à tous. On y apprend l'aspect comportemental des gens, on y étudie l'aspect légal de la légitime défense. C'est toutes ces spécificités qui font qu'aujourd'hui, la boxe de rue a trouvé des adeptes de plus en plus nombreux en France. La visite en Guadeloupe de la délégation cubaine invitée par cette association Coopération Cuba-Guadeloupe s'est achevée hier. Cette délégation conduite par l'ambassadeur de Cuba en France, M. Héctor I. Garza Cabrera, avec le recordman du monde Javier Sotomayor, est venu prospecter des pistes de coopération possibles entre la Guadeloupe et Cuba. Cette visite s'est achevée, comme vous le voyez, hier au Sainte et précisément à Terre-de-Haut, où la municipalité en grande pompe a invité à une réunion d'échange cubano-C3, dirons-nous. On en vient à l'actualité dans notre grande région, en allant tout d'abord au Brésil et dans la forêt amazonienne qui est de plus en plus victime d'un déboisement intensif. La destruction de la forêt amazonienne du Brésil a augmenté de 16% sur un an, selon des données satellitaires publiées par le ministère brésilien de l'Environnement. Ce serait 5831 km² de forêt qui auraient disparu en Amazonie brésilienne, contribuant ainsi à une augmentation de plus de 15% des émissions de gaz à effet de serre, soit plus que le seul transport dans sa totalité. L'Amazonie, sanctuaire de la biodiversité. La principale cause de sa déforestation sont les barrages et les routes. Le Fonds mondial pour la nature a recensé pas moins de 250 projets de construction de barrages et 20 projets de construction de routes, autant d'atteintes sévères à l'hydrologie et à l'écologie des écosystèmes d'eau douce, outre la destruction de pans entiers de forêts. Difficile pour autant d'arrêter ces projets en cours, surtout quand la Chine annonce le financement d'importants projets au Suriname, au Venezuela, au Guyana et au Brésil, au nom du progrès économique. Les Amérindiens sont menacés de plus en plus d'isolement et d'exode. Face à ce désastre, le Fonds mondial pour la nature préconise la mise en œuvre urgente de mesures supra-étatiques et la Guyane pourrait jouer un rôle important en tant que vitrine européenne de la préservation de la forêt amazonienne. Près de 3 millions de Latino-Américains ont replongé dans la pauvreté depuis l'an dernier. Plus de 20 millions d'autres pourraient subir le même sort, selon le Programme des Nations Unies pour le développement. Après les espoirs suscités par une décennie de croissance et de mobilité sociale, c'est toute une région qui risque d'être à nouveau saisie par la pauvreté et les inégalités.
En toile de fond, le boom des matières premières qui n'a pas été suffisamment mis à profit, alors que la manne pétrolière a même été dilapidée dans certains pays. Le progrès social n'a donc pas été consolidé. Résultat, une bonne partie de la nouvelle classe moyenne qui avait émergé lors des années fastes est demeurée vulnérable. Les conditions économiques sont devenues moins favorables. Plus d'un tiers de tous ceux qui étaient parvenus à sortir la tête hors de l'eau entre 2003 et 2013 pourraient désormais replonger dans la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes, soit plus de 25 millions de personnes. Le PNUD estime que 2,8 millions d'entre elles ont déjà subi ou subiront un tel sort entre 2015 et 2016, année durant laquelle le nombre de pauvres a augmenté pour la première fois en 10 ans. Playa Grande est connue pour être la plage avec le plus fort taux d'activité de ponte des tortues luttes à Porto Rico au cours des 4 dernières années. C'est donc à ce titre qu'elle a été classée comme une zone protégée, mais également pour maintenir la végétation côtière indigène, entre autres organismes et écosystèmes. La plage nourrit un système de récifs coralliens important, ce qui est essentiel pour les espèces qui peuplent l'île et sert de barrière protectrice contre les inondations. Le ministère des Ressources naturelles et environnementales ainsi que d'autres organisations communautaires, telles que le groupe de tortues Cielo Dorado, souhaitent maintenant développer de nombreux projets liés à la conservation des tortues marines et à la restauration de l'environnement sur la plage de Playa Grande et devenir ainsi une référence dans la Caraïbe. Un mot de sport, ou plutôt deux même, avec du football et tout d'abord les moins de 20 ans guadeloupéens qui ont été sortis des éliminatoires du tournoi UFC des Nations de la Caraïbe qui se disputait pour eux à Antigua. Pour leur toute dernière rencontre, les jeunes Guadeloupéens ont défait la plus faible équipe de leur groupe, Turcan Caicos 5-0, mais au préalable, ils avaient été battus par Sainte-Lucie et Trinidad. Ils sont donc éliminés. Un mot de l'Euro également. Vous avez été sans doute nombreux à suivre les dernières rencontres hier de la poule de la France. Français et Suisses se sont qualifiés en se neutralisant pour cette dernière rencontre sur le score de 0 but partout. Mais les Albanais également se sont qualifiés en battant les Roumains 1-0. Et ça, c'est une première historique. Au programme cet après-midi, le groupe B avec les rencontres Russie, Pays de Galles et Slovaquie-Angleterre. À partir de 15h, toutes ces équipes peuvent encore se qualifier. Revenons maintenant sur la participation de sapeurs-pompiers guadeloupéens au prochain défilé du 14 juillet. En effet, les SDIS, les services d'incendie et de secours des Outre-mer, ont été choisis cette année pour représenter le corps des sapeurs-pompiers dans le défilé sur les Champs-Élysées. C'est une première qui a été minutieusement préparée par la vingtaine de Guadeloupéens qui se joindra à un groupe de 80 défilants. Le reportage de Muriel Barlagne. Le colonel Gilles Bazir, directeur départemental du SDIS de Guadeloupe, s'adresse avec fierté aux 3 sections des sapeurs-pompiers venus s'entraîner à la place d'armes du 33e RIMA à La Jaille. Pour la première fois, 2 d'entre elles marcheront à Basse-Terre pour le 14 juillet. Ce même jour, c'est à Paris, aux Champs-Élysées, que la 3e section défilera. Aux côtés des autres départements d'outre-mer, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, elle fera partie du bataillon des sapeurs-pompiers de France. Il se trouve que cette représentation des sapeurs-pompiers est assurée de manière tournante par ce qu'on appelle les zones de défense, qui sont des groupes de départements au plan national. Et le tour de l'ensemble des zones avait été fait. Il ne restait que la zone outre-mer. Et donc la question a été posée pour savoir si les présidents de conseil d'administration étaient favorables à cette idée-là, parce que ça représente quand même un engagement des hommes, quelques dépenses, etc. Les présidents ont tous répondu favorablement, et donc nous voilà embarqués dans cette très belle aventure d'un défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Les participants au défilé ont été soigneusement sélectionnés. Ils s'entraînent depuis le mois de janvier. Alignement en colonne et en rangée, position des bras et des jambes, rythme, tout est passé au crible pour un résultat irréprochable. Un tel événement exige une préparation sérieuse qui n'est pas uniquement physique.
D'abord, intellectuellement, il faut avoir envie d'y aller, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Et tous ceux qui sont désignés pour y aller étaient volontaires. Ensuite, matériellement, il faut prévoir un certain nombre de choses, des déplacements, de l'hébergement, de la nourriture, etc. Et puis enfin, professionnellement, puisqu'il faut également se préparer à défiler, remettre à l'ordre du jour la pratique de ce qu'on appelle l'ordre serré, c'est-à-dire défiler en sections constituées. Ça demande quand même un peu d'entraînement pour réagir instantanément aux ordres, pour surveiller les distances entre les différents détachements, avancer régulièrement. Le 14 juillet prochain, à Paris, il faudra partir de l'Arc de Triomphe pour aller à la tribune présidentielle, juste avant la Légion étrangère. 12 minutes de marche pour une distance d'environ 900 mètres. L'importance de l'événement n'a pas échappé aux principaux intéressés, tous honorés de pouvoir porter haut les couleurs du SDIS lors de ce défilé. On a beaucoup de concentration, un peu de stress aussi, du bien faire. Et ce que ça représente pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir représenter la Guadeloupe au niveau national et de pouvoir défiler au sein du groupement du SDIS Guadeloupe. C'est une opportunité déjà pour sapeur-pompier d'être désigné porte-drapeau au sein de son service. C'est une fierté et pour cet agent, c'est un honneur également. Alors pour moi, qui suis engagé entièrement dans ma profession et dans la vie civile, pour moi, c'est, comme je l'ai dit, c'est tout un honneur. Le 30 juin, les différentes équipes de l'Outre-mer se retrouveront sur le site de l'École nationale pour une semaine d'entraînement intensif avant la répétition générale qui, elle, aura lieu à Satori avec l'ensemble des sections défilantes. Avant de nous séparer, le temps qu'il fera cet après-midi sur notre archipel, un temps relativement beau, quoique le ciel sera encore quelque peu nuageux, notamment en Grande Terre, quelques petites averses sur les sommets de la Basse-Terre, vous pourrez peut-être voir cette carte, et puis surtout le retour de cette brume de sable. Les températures seront comprises entre 28 et 30 degrés. Dans un instant, l'actualité dans le reste du monde, suivi de nos émissions Maison à vendre et Idées de déco. Rendez-vous ce soir 19h pour le retour de l'actualité régionale. Je vous souhaite bon appétit et excellent après-midi.